Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Journée marathon pour Emmanuel Macron qui est en tournée africaine. Ce vendredi, il a 3 capitales à parcourir en quelques heures. Luanda, Brazzaville et Kinshasa. Cette tournée, souligne l'Élysée, est destinée à montrer le nouveau visage de la diplomatie française sur le continent. L'élection de Bola Tinubu comme prochain président du Nigeria contestée par ses adversaires. Les 2 principaux partis d'opposition du pays affirment que les résultats de la présidentielle ont été truqués. Les tribunaux doivent maintenant trancher. Clap de fin demain samedi pour la 28e édition du FESPACO à Ouagadougou. Qui va remporter les talons d'or de Yenenga? Le suspense reste entier. Nous verrons aussi qu'il est difficile de produire un film en ces temps d'insécurité au Burkina Faso. Yacouba Ouedraogo et Thierry Kaoré, nos envoyés spéciaux sur place, nous en diront plus. 3 capitales en quelques heures pour une nouvelle relation avec l'Afrique. Le président français a pris part dans la matinée de ce vendredi à Luanda, en Angola, à un forum économique axé sur l'agriculture auquel plus de 50 entreprises françaises ont participé. Ça correspond à l'idée que je me fais de ce partenariat économique entre le continent africain et la France, a expliqué le président Macron devant une bonne centaine de participants. Le dirigeant français s'est également entretenu avec son homologue angolais, João Lourenço. Après, Emmanuel Macron devait s'arrêter quelques heures à Brazzaville pour une rencontre avec Denis Sassou Nguesso. Il rejoint ensuite la République démocratique du Congo sur l'autre rive du fleuve Congo pour une visite axée sur la coopération en matière de santé et de culture. Outre le président Félix Tshisekedi, Emmanuel Macron rencontrera le professeur Jean-Jacques Muyembe à l'origine de la découverte du virus Ebola, ainsi que des artistes et entrepreneurs culturels. Plus que quelques heures donc avant que le président français Emmanuel Macron ne foule pour la première fois le sol de Kinshasa, capitale du plus grand pays francophone au monde. Une vingtaine de mouvements citoyens ont, dans un communiqué publié ce vendredi, dénoncé la visite du chef de l'État français, lui demandant de sanctionner le Rwanda pour son soutien présumé aux rebelles du M23. Allons à Kinshasa où notre correspondante Anastasie Tudièche a recueilli les impressions des Kinois sur cette première visite sous tension. Les 24 heures quinoises du président Macron promettent d'être mouvementées. D'abord parce que son agenda est très chargé, 24 heures c'est peu, mais aussi, voire surtout, parce que les Kinois sont divisés quant à l'accueil à lui réserver. Là, on ne sait pas ce que vient faire Macron ici, mettre fin au conflit à l'Est ou stopper la famine, parce que dans ce pays, à l'heure où je vous parle, nous autres jeunes, on n'a pas de vrai boulot. Pendant ce temps, on continue d'accueillir des invités, mais des solutions, nous, on n'en voit pas. Tout autre son de cloche à l'INRB, l'Institut national pour la recherche biomédicale. Oui, je pense que cette visite sera une visite historique pour l'INRB, parce que c'est le président Mitterrand qui avait inauguré l'INRB. Maintenant, après à peu près 40 ans, un président français revient. C'est pour dire, voilà, nous allons renforcer la coopération scientifique franco-congolaise. Il sera également question, durant la visite du chef de l'Élysée, d'économie et d'échanges commerciaux entre les 2 pays. Le forum économique se tiendra donc samedi à l'hôtel Pullman avec 3 composantes. Une composante numérique et technologie, une composante transition énergétique et métaux critiques, et la 3e composante, c'est infrastructure et ville durable. Notre Chambre de commerce et d'industrie compte signer un protocole d'accord avec l'école 42, qui est donc une école d'informatique réputée. Économie, formation des militaires, culture, santé, le programme est riche et varié, mais les mots conflit à l'Est, condamnation du Rwanda que les Congolais veulent entendre, n'y figurent pas.
Nous, ce qu'on veut, ce sont des solutions pour notre pays. Nous avons dans ce pays une guerre qui dure depuis si longtemps. Et si tu regardes bien, ce sont toujours eux, les Blancs, qui en sont la cause. Donc, on attend d'eux qu'ils nous trouvent des solutions pour la situation à l'Est, parce que nous, les Congolais, on veut vivre. La France est partenaire à la RDC. Je pense que la France est une voie possible pour ramener la quiétude entre les deux nations, pour réconcilier les deux nations. On va nous aider aussi à asseoir la démocratie, asseoir la bonne gouvernance. Rejet viscéral, immense espoir, défiance, parfois les trois en même temps. Les attentes des Congolais que nous avons interrogés varient selon leur âge, leur occupation, leur expérience de la vie. Une chose est certaine, cette visite du président français ne laisse personne ici indifférent. Anastasie Tudiège pour VOA Afrique, Kinshasa. Merci Anastasie. Et pour aller plus loin dans cette tournée d'Emmanuel Macron en Afrique, retrouvons Henri Désiré Zouzi, journaliste et analyste politique. Vous êtes à Bruxelles. Henri Désiré, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, quelle analyse faire de cette tournée d'Emmanuel Macron en Afrique au moment où la France semble quand même bousculée à la fois par d'autres puissances et même par un sentiment anti-français qui s'accentue? Bon, d'abord, la France est d'abord menacée de blocage. Je rappelle que mardi 7 mars, les organisations syndicales ont appelé à un blocage total du pays à cause de la réforme des retraites qui a du mal à passer dans l'opinion. Pour autant, l'exercice valait néanmoins la peine d'être tenté par Emmanuel Macron, suite évidemment à son discours du 27 février, où il redessine, je dirais, les contours d'une relation repensée avec les pays africains, mais cela tombe à un moment assez particulier où, justement, vous venez de l'évoquer, il y a cette perte d'influence et de vitesse sur le continent, compte tenu évidemment de l'émergence d'autres acteurs et surtout compte tenu de la possibilité désormais pour certains pays africains qui sont dans une forme d'émancipation et d'autodétermination à se choisir librement des partenaires beaucoup plus conciliants et moins regardants sur les principes. Voilà. Cela étant, l'exercice, comme je viens de l'évoquer, mérite d'être tenté. Nous verrons comment les choses s'articuleront. Il appartiendra donc à chaque pays africain de faire son autocritique, mais surtout de réfléchir sur la manière la plus pragmatique d'entretenir ces relations. Cela est valable aussi pour la République démocratique du Congo. Le président français est attendu à Kinshasa ce soir. La presse parle d'une étape délicate. La France est accusée en RDC de soutenir le Rwanda plutôt que Kinshasa, qui est confronté, comme on le sait, dans l'est du pays à une rébellion qu'elle estime soutenue par Kigali. Que peut faire la France pour rassurer Kinshasa? Ce que la France peut faire, au-delà de rappeler des principes que nous connaissons tous, c'est-à-dire le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC, c'est de prendre l'engagement d'examiner sérieusement les différents rapports qui ont été présentés, en fait, mais qui n'ont jamais été examinés au Conseil de sécurité et qui pointent très clairement la responsabilité du Rwanda. Je pense que la France gagnerait à ne pas jouer sur l'ambiguïté, une ambiguïté qui d'ailleurs excède l'opinion publique congolaise, qui a véritablement besoin d'un geste fort qui soit de nature à les rassurer quant à, je dirais, la neutralité de la France dans ce dossier épineux. Voilà. Alors, des amours également avec le Burkina Faso, qui a dénoncé cette semaine les accords militaires qui lient le pays à la France depuis plus de 60 ans. Lorsque la France parle de nouveau départ, est-ce que ce n'est pas par cela qu'il faut commencer, je veux dire, une nouvelle manière de voir la coopération dans les domaines aussi bien militaires qu'économiques et diplomatiques, c'est-à-dire tout renégocier en tenant compte du contexte actuel? Alors, le problème, c'est que c'est un nouveau départ aux conditions de la France. Donc, il appartient effectivement aux pays africains de savoir exactement ce à quoi ils peuvent s'attendre. Ne nous leurrons pas, la France, même si elle est en perte de vitesse, reste néanmoins influente dans ces différents pays à travers les réseaux économiques, les réseaux de coopération, etc. Et donc, il faudra véritablement une prise de conscience, un peu comme les Maliens et comme les Burkinabés, pour effectivement contraindre la France dans ses derniers retranchements, voilà, et imposer un partenariat qui les concerne au premier chef.
Beaucoup à dire sur la France et l'Afrique. Henri Désiré Nzouzi, je vous remercie pour toutes ces explications. La commission électorale du Nigeria a déclaré Bola Ahmed Tinubu vainqueur de l'élection présidentielle de samedi dernier. Cependant, les deux principaux partis d'opposition dénoncent les fraudes et promettent de contester les résultats devant les tribunaux. Tinubu a appelé les partis à embrasser la paix et à travailler ensemble avec son gouvernement. Les derniers développements de ce scrutin dans ce reportage de Timothy Obiezu, un récit d'Alexandrine Oloyon. L'homme connu comme le parrain de l'État de Lagos au Nigeria est désormais en route vers la plus haute fonction du pays. En remportant 37% des suffrages, soit près de 9 millions de voix, Bola Tinubu est sorti vainqueur d'une élection présidentielle très disputée. Il succède à Muhammadu Buhari qui se retire après la limite constitutionnelle de 2 mandats, marquée par une insécurité généralisée et des problèmes économiques. Mais pour certains habitants d'Abuja, ce n'est pas le nouveau départ qu'ils espéraient. Les femmes ne peuvent plus cultiver. Il n'y a pas de nourriture sur le marché. Les Nigériens ont faim. La victoire de Bola Tinubu est contestée par le Parti démocratique populaire et le Parti travailliste, deux formations de l'opposition. Ils affirment que l'élection du week-end dernier a été truquée et que de nombreux Nigériens n'ont pas eu la possibilité de voter. Selon les observateurs, l'élection présidentielle a été faussée par de longs retards et des problèmes techniques liés aux nouvelles machines d'accréditation des électeurs. Mais la commission électorale a déclaré que ce problème, bien que regrettable, ne constituait pas une tentative de manipulation des votes. Le candidat du Parti travailliste à la présidence, Peter Obi, a tenu un point de presse jeudi. Je vous assure, bon peuple du Nigeria, que nous allons explorer toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat. Nous avons gagné les élections et nous le prouverons aux Nigériens. Tinubu, de son côté, appelle à l'unité et souhaite que l'opposition travaille avec lui. Les partis d'opposition veulent un nouveau scrutin, mais les analystes politiques affirment que cela n'est possible que s'ils peuvent prouver que suffisamment de votes ont été manipulés pour faire basculer le résultat. Selon les experts, le nouveau président est confronté à une tâche colossale. Le Nigeria est aux prises avec des militants islamistes et des kidnappeurs armés, principalement dans le nord du pays. L'économie du pays souffre également d'une forte inflation, de pénurie de carburant et d'argent liquide. Du Nigeria, allons au Sénégal. En mars 2021, leur intervention décisive avait mis fin aux violentes manifestations qui avaient fait 14 morts au Sénégal. Aujourd'hui, comme hier, la parole des guides religieux constitue un socle important dans la stabilité du pays. Cependant, certains jeunes n'hésitent pas à critiquer ouvertement ce qu'ils considèrent comme un silence des religieux face aux abus du pouvoir. Une nouvelle posture qui inquiète fortement les plus âgés qui sont témoins de l'importance des guides religieux dans la société sénégalaise. De notre correspondant à Dakar, Sedina Abagué. L'exécutif, le judiciaire et le législatif, voilà les trois pouvoirs consacrés par la Constitution sénégalaise. Mais ce triptyque est complété par le pouvoir des guides religieux, un pan important qui a été un des piliers de la stabilité du Sénégal. Un pilier secoué dernièrement par des attaques, insultes et des invectives à cause de la politique. La principale cause est l'éducation défectueuse des jeunes. Il faut éduquer les enfants dès le bas âge afin qu'ils puissent reconnaître l'autorité et lui donner le respect qu'ils méritent. Pour ma part, j'ai décidé de rester loin de la politique car les jeunes ne reconnaissent l'autorité de rien ni personne dès lors que cela ne va pas dans le sens de leur intérêt. C'est pour cela que les personnes âgées et les guides religieux sont ciblés. Des actions suicidaires, voilà comment beaucoup de dignitaires perçoivent l'animosité de certains jeunes envers les guides religieux sur les réseaux sociaux. Pour les membres du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, QDIS, s'attaquer à l'autorité des guides religieux conduira le Sénégal vers l'abîme. En période de tension, il est difficile de discerner le faux du vrai.
Et c'est là qu'écouter et respecter la parole des guides religieux est important. Fragiliser les chefs religieux revient à couper la branche sur laquelle on est assis. Ce qui est sûr, c'est que tu vas tomber avec la branche et l'arbre va survivre. Les guides sont comme cet arbre. Peu importe la situation, ils seront toujours les socles de ce pays. Donc, il faut les respecter et suivre leurs injonctions. Pour servir de relais et éviter une brouille du canal d'échange entre la société et les gouvernants, la régulation s'impose. C'est dans ce cadre que le médiateur de la République a initié des rencontres avec les différentes composantes de la société. La régulation, ça fait partie en tout cas des moyens d'apaiser. Et c'est à cet exercice que nous nous sommes soumis ce matin. Je pense que, quelque part, on ne peut pas tout faire. Mais déjà, ce dialogue-là va nous permettre, d'approfondir en direction des autres autorités. Voilà, en leur rendant compte des pulsions d'une partie importante de la société. Souvent considérés comme des gardiens de la stabilité, les religieux ont toujours joué leur partition quand le pays est en proie à la tension, comme c'était le cas lors des manifestations meurtrières de mars 2021. Une implication qui les expose désormais à des attaques virulentes qui pourraient à la longue déstabiliser un des piliers de la nation sénégalaise. Seydina Bagay pour VOA Afrique, Dakar. Également dans l'actualité ce soir, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est arrivé ce vendredi à Téhéran pour des discussions sur le programme nucléaire iranien, selon un rapport confidentiel de l'Agence internationale de l'énergie atomique consulté par les médias. Les particules d'uranium enrichies à 83,7%, soit un peu moins des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique, ont été détectées dans l'usine souterraine de Fordo, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale Téhéran. L'Iran, qui nie vouloir se doter de l'arme nucléaire, s'est justifié en faisant état de fluctuations involontaires au cours du processus d'enrichissement et assure n'avoir pas tenté d'enrichir son uranium au-delà de 60%. Et puis, une note de marque ce vendredi à la Maison-Blanche. Joe Biden reçoit le chancelier allemand Olaf Scholz, l'occasion d'envoyer un message d'unité à la Chine et à la Russie. Cette visite destinée à réaffirmer les profonds liens d'amitié entre les deux pays, selon Washington, est la deuxième du dirigeant allemand à la Maison-Blanche depuis février 2022. Elle suscite d'ailleurs l'ire du Kremlin qui a prévenu, avant même la rencontre, que de nouvelles livraisons d'armes à Kiev ne feraient que prolonger le conflit. La Maison-Blanche a d'ores et déjà dit que les États-Unis annonceraient donc vendredi une nouvelle assistance militaire à l'Ukraine, composée essentiellement de munitions. Vous suivez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite après la pause, nous parlerons du FESPACO, le festival panafricain de films et de télévision. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. La 28e édition du Festival de cinéma africain FESPACO, qui se tient cette semaine à Ouagadougou, ferme ses portes demain samedi, qui va donc remporter les talons d'or de Yenenga
En tout cas, le suspense reste entier. Nos envoyés spéciaux sont sur place. Retrouvons d'ailleurs tout de suite Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Alors, la remise des distinctions a commencé ce soir et demain, c'est la clôture. À quoi faut-il s'attendre? Justement, John, juste une petite précision. Nous sommes ici au rond-point des cinéastes, cela a tout son sens. Et comme vous le dites, la remise des prix spéciaux a commencé ce soir. Et tenez-vous bien, Sira Dapolline Traoré, la réalisatrice burkinabé dont le film fait beaucoup parler, a raflé 4 prix spéciaux, dont celui du meilleur ou de la meilleure réalisatrice de l'Afrique de l'Ouest. Mais vous le savez, son objectif ultime, c'est l'étalon d'or de Yenega qui sera remis demain au Palais des Sports de Ouaga 2000, là où s'est tenu même à la cérémonie d'ouverture. Il est de coutume que le président, le chef de l'État burkinabé, remette en personne le trophée au lauréat. Est-ce que cela va être le cas demain avec le président de la transition, Ibrahim Traoré? Rien n'a filtré, en tout cas selon nos sources. On ne sait pas si IB ou pas, IB comme on l'appelle ici au Burkina Faso bien sûr, sera ou pas au palais des sports de Ouaga 2000. Mais tenez-vous bien, il faut s'attendre à une cérémonie grandeur et nature comme cela a été le cas lors de l'ouverture de cette 28e édition du FESPACO. Tenez-vous bien, 15 films, je rappelle, sont en lice pour l'étalon d'or de Yenega, dont 8 ont été réalisés par des femmes. Alors, Yacouba, le FESPACO se tient quand même dans un contexte sécuritaire un peu particulier. Le thème de la lutte contre le terrorisme ne laisse pas les cinéastes indifférents, n'est-ce pas? Tout à fait, John. Vous le savez, cette crise sécuritaire que traverse le Burkina a beaucoup impacté la production cinématographique ici au pays des hommes intègres. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé par Thierry Kaoré. Lorsque la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré a décidé il y a 3 ans de montrer aux yeux du monde le quotidien des populations de l'intérieur du Burkina minées par le terrorisme, elle a vite été rattrapée par cette dure réalité. Mes premiers préparatifs, quand on est parti, j'ai été accompagnée par l'armée qui a été d'un soutien extraordinaire pour moi et on a vraiment trouvé l'endroit où on devait tourner et malheureusement, littéralement 1 semaine après, on a eu le problème de Solan. Cette attaque djihadiste de Solhan dans le nord désertique du Burkina a fait des dizaines de morts le 5 juin 2021. Du coup, les choses se compliquent pour la réalisatrice. Et là, évidemment, le gouvernement m'a interdit d'y aller. C'était 3 mois de tournage et si on demande à une armée de venir nous sécuriser pendant 3 mois, vous voyez comme c'est compliqué et ils ont d'autres chats à fouetter, ils ont d'autres priorités. Apolline Traoré sera alors dans le désert mauritanien pour boucler son film Sira. Cet impact direct de la crise sécuritaire sur les productions cinématographiques n'a pas pour autant affecté le moral des réalisateurs. Bon, moi, je vous conseille simplement d'aller voir la collection, la section Burkina. Vous allez voir que sur 10 films burkinabés, dans cette section, 9 parlent de la question d'insécurité dans notre pays. Ça donne une idée générale de la psychose dans laquelle nous vivons, l'espoir aussi dans lequel nous sommes, quoi. Psychose, espoir, un mélange de ressentis pas toujours facile à allier. Certains acteurs n'ont pas été sur un plateau de tournage depuis très longtemps. Les raisons sont diverses, mais l'insécurité a aussi sa part de responsabilité. Moi, depuis la crise sécuritaire que connaît notre pays, moi, je n'ai même pas travaillé sur un plateau de tournage, je crois que non. Ça va faire... C'est plus accru depuis 2 ans. Moi, depuis 2 ans, je n'ai pas eu une bonne production. D'aucuns ont carrément mis leur vie de cinéaste entre parenthèses, le temps d'apporter leur soutien à la lutte contre l'insécurité. C'est parce que je vis que je fais du cinéma. C'est parce que je vis que je fais du théâtre. C'est parce que je vis que je parle cinéma. Donc, j'ai envie, moi, d'abord de vivre. Et pour vivre, il faut que je me solidarise avec la population, que je me solidarise avec les forces armées et les forces de défense et de sécurité pour gagner ce combat. Après, on fera du cinéma. Les autorités burkinabées n'entendent pas et ont tenu à faire vivre cette 28e édition du FESPACO aux populations. Pour cela, accompagné par certains partenaires techniques et financiers, le pays a injecté de l'argent dans le secteur du cinéma pour booster la production des films. Les financements des productions cinématographiques au 31 décembre 2022 peuvent être estimés à 2,185 milliards de francs CFA. Ce financement a aidé pas mal de réalisateurs burkinabés en compétition dans diverses catégories.
Mais pour la course à l'étalon d'or de Nyenega dans la catégorie fiction long métrage, un seul film burkinabé est en compétition, Sira d'Apolline Traoré. Yacouba Ouedraogo, Thierry Kaoré, VOA Afrique, Ouagadougou. Merci Thierry Kaoré, Yacouba Ouedraogo, merci à vous également. Et votre trophée vous attend ici à Washington, le trophée de la couverture du FESPACO bien sûr. Et on va parler d'autres choses aussi importantes que le cinéma. Selon l'UNICEF, les taux de mutilation génitale féminine diminuent de plus en plus dans le monde. Cependant, les progrès vers l'abandon de la pratique ont été lents et inégaux d'un pays à l'autre. C'est particulièrement le cas en Éthiopie et au Kenya où il y a eu des baisses de taux de prévalence nationaux. Mais ces constats ne sont pas uniformes dans toutes les régions ou parmi tous les groupes démographiques ou sociaux. Plus de détails avec Blanche Sanou. Imani, un nom d'emprunt, se souvient encore quand elle a été excisée à l'âge de 10 ans. À l'époque, elle croyait que la pratique était la bonne chose à faire et elle n'avait pas le choix. J'ai été excisée quand j'avais 10 ans et à cette époque, j'étais contente car le mois de décembre marquait la période d'excision pour les jeunes filles. Je voulais être une femme. C'est comme un rite de passage très important pour notre communauté Kisii. L'excision est pratiquée pour diverses raisons. Certaines communautés l'utilisent comme un rite de passage. Certains y voient un moyen d'améliorer l'hygiène et l'esthétique, la maturité sexuelle, la possibilité de se marier et l'appartenance sociale. Maintenant qu'Internet est arrivé, j'effectue des recherches pour me rassurer sur le fait que je pourrais avoir une bonne vie sexuelle. Je lis des articles, par exemple, sur la sexualité d'une fille excisée. Et au fur et à mesure, les choses que je lisais m'affectaient psychologiquement. Alors, j'ai commencé à me sentir triste et je me suis dit que je n'étais pas une femme parfaite. La dernière enquête démographique et sanitaire du Kenya de 2022 a montré que la pratique des MGF est passée de 21% en 2014 à 15% en 2022. La prévalence était plus élevée chez les femmes somaliennes, Samburu, Kisii et Maasai. Cependant, malgré ce succès, de nombreuses jeunes filles subissent encore des mutilations génitales dans différentes régions du Kenya. Si quelqu'un demande votre main en mariage, notre culture est que vous devez d'abord être excisé avant d'être la femme de quelqu'un. Personne ne veut épouser une fille qui n'a pas été excisée. Alors, les mères excisent leurs filles parce qu'elles veulent les donner en mariage. Vous constaterez aussi que le manque de moyens contribue au mariage des filles. Et pour nous, épouser une fille va de pair avec son excision. Jedida Lemaron, avocate et directrice exécutive de l'initiative Malkia, affirme que les mutilations génitales féminines sont enracinées dans l'inégalité entre les sexes et les déséquilibres de pouvoir. Combattre cela nécessite de changer les normes culturelles et sociales qui augmentent le risque de préjudice pour les femmes. Cela signifie qu'il faut s'attaquer à toutes les autres formes de violence et de pratiques néfastes telles que le mariage des enfants, la violence physique, sexuelle et psychologique survenant au sein de la famille, des institutions et des communautés. Voilà pour ce journal Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée et un bon week-end. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les régions